Yasser Arafat, un nom qui résonne vraiment avec force, chargé de contradictions, on peut dire. Ah oui, absolument. D'un côté, prix Nobel de la paix, et de l'autre, pour ses détracteurs, le symbole du terrorisme. C'est ça, une personnalité vraiment incontournable, au cœur d'un conflit majeur au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on se plonge dans son parcours politique. Et pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de choses. Des analyses académiques, des biographies assez fouillées, des témoignages, des articles de presse de différentes époques, et même des documents d'enquête plus récents. L'idée, c'est de dégager un peu les moments charnières, les stratégies parfois déroutantes, on va le voir, et les paradoxes d'un homme qui a fini par incarner la cause palestinienne. Exactement. On va suivre son itinéraire depuis ses tout premiers pas militants jusqu'à cette fin assez mystérieuse qui continue de faire couler de l'encre. Oui, ça faisait partie de la construction du personnage, disons. Il fait des études d'ingénieur, mais c'est surtout la Nakba, la catastrophe palestinienne de 1948, qui va vraiment forger son engagement politique. Tout à fait. Très actif dans les unions étudiantes palestiniennes en Égypte, il est rapidement convaincu d'une chose essentielle. Ben oui, hein, que les Palestiniens doivent prendre leur destin en main. C'est vraiment ça l'idée fondatrice. Et c'est dans cet esprit qu'il cofonde le Fatah au Koweït en 1959. Voilà. Avec une idée forte qu'on retrouve dans leur texte de l'époque, une libération menée par les Palestiniens eux-mêmes. C'est important, ça se distingue du panarabisme de Nasser, qui était dominant à ce moment-là. Ce Fatah va prendre de plus en plus de place, surtout après la défaite arabe de 67. Oui, ça accélère les choses. En 69, Arafat est élu à la tête de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Et ça, c'est un vrai basculement. L'OLP devient beaucoup plus autonome par rapport aux États arabes. Absolument. Et c'est là qu'on voit émerger cette stratégie un peu double qui va le suivre toute sa carrière. Le symbole, c'est son discours à l'ONU en 74. Ah oui, le fameux « le rameau d'olivier et le fusil du révolutionnaire ». Exactement. D'un côté, la recherche de reconnaissance internationale, la diplomatie. De l'autre, l'affirmation que la lutte armée reste une option légitime. Stratégie complexe. Et d'ailleurs, les analyses de l'époque, elles divergent pas mal. Certains y voient de la flexibilité, d'autres une ambiguïté un peu calculée. Oui, qui a pu nuire à sa crédibilité parfois. Et cette période, c'est aussi celle des exils forcés. D'abord la Jordanie, après Septembre Noir en 70, puis le Liban, le Fataland, jusqu'à l'invasion israélienne de 82, le siège de Beyrouth. Et là, nouvel exil à Tunis cette fois. Et pendant ces années au Liban notamment, l'image de l'OLP est quand même très liée à des actions violentes. On pense à Munich en 72. Oui, la prise d'otages au JO par le groupe Septembre Noir. Même si Arafat a tenté de prendre ses distances, les rapports montrent que c'était compliqué de dissocier complètement sa direction des actions des différentes factions. C'est clair. Pourtant, même depuis Tunis, il garde une influence énorme. Et la première intifada, ce soulèvement populaire dans les territoires occupés à partir de 87, ça le replace au centre. Absolument, ça montre que la question palestinienne ne peut pas être ignorée. Et ça le pousse justement vers un virage diplomatique assez spectaculaire. La déclaration d'Alger en 1988. Voilà, l'OLP proclame un État palestinien, mais surtout reconnaît implicitement Israël en acceptant les résolutions de l'ONU et renonce officiellement au terrorisme. Ce qui ouvre enfin la porte à un dialogue avec les États-Unis. Et qui va mener, quelques années plus tard, aux accords d'Oslo en 93. Négocié en secret en Norvège. C'est un coup de teneur, cette reconnaissance mutuelle avec Israël. Ah oui, historique. Alors, les motivations d'Arafat à ce moment-là, les sources divergent. Est-ce que c'était un vrai pari pour la paix ou plutôt une nécessité pour sortir de l'isolement? Il avait soutenu Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Ça lui avait coûté cher politiquement et financièrement. Probablement un mélange des deux, j'imagine. Sans doute. En tout cas, ça lui vaut le prix Nobel de la paix en 94, partagé avec Rabin et Pérez. Et puis c'est le retour triomphal à Gaza en 94 et son élection comme président de la nouvelle autorité palestinienne en 96. Mais bon, l'euphorie ne dure pas longtemps. Non, très vite, les obstacles s'accumulent. L'assassinat de Rabin en 95 par un extrémiste israélien, c'est un coup terrible. Énorme. Et puis, la colonisation qui continue, les questions hyper difficiles du statut final, Jérusalem, les réfugiés, l'eau. Le processus d'Oslo commence à patiner sérieusement. Et en interne aussi, ça se complique pour Arafat. Le Hamas rejette les accords, gagne en popularité. Et puis il y a des critiques déjà à l'époque dans la presse sur la gestion de l'autorité palestinienne. Corruption, autoritarisme. Effectivement. Et arrive la seconde intifada, fin 2000, déclenchée par la visite très controversée d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, juste après l'échec du sommet de Camp David II.
Là, le climat change radicalement. Israël, avec Sharon au pouvoir, accuse Arafat d'être derrière la violence. Il devient l'ennemi numéro un en quelque sorte, et c'est le début de son isolement final. Assiégé dans son QG à Ramallah, la Moukata, à partir de fin 2001. Boycotté par les Américains sous Bush, il perd beaucoup de son influence sur le terrain. Mais paradoxalement, son image de symbole de la résistance, elle, se renforce encore. C'est tout le paradoxe, oui. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'il tombe malade, soudainement, en octobre 2004. Transféré en urgence en France à l'hôpital militaire Percy, il décède le 11 novembre. Et la cause officielle reste inconnue. Ce qui, évidemment, ouvre la porte à toutes les spéculations. Surtout celle de l'empoisonnement. Une thèse relancée en 2012. Oui, avec cette enquête d'Al Jazeera, la découverte de polonium sur ses effets personnels. Voilà. Son corps est exhumé. Mais là encore, contradiction. Les experts suisses concluent que l'empoisonnement est possible, cohérent avec leurs analyses. Mais les Français et les Russes, eux, écartent cette thèse. Ils parlent d'infection, de cause naturelle. L'enquête judiciaire ouverte en France pour assassinat sera finalement classée sans suite. Le mystère reste entier. Alimenté aussi par des documents plus récents qui suggèrent de grosses tensions internes à la fin de sa vie, notamment avec son successeur désigné, Mahmoud Abbas. Tout ça nous laisse avec un héritage extraordinairement ambivalent, complexe. Oui, c'est le mot. Révolutionnaire, chef d'État en devenir, diplomate sur le tard, symbole absolu pour les Palestiniens. Mais aussi un leader très critiqué pour sa gestion, ses choix parfois déroutants. En refermant tous ces documents, toutes les analyses, il y a une question qui reste en suspens, une interrogation qu'on retrouve souvent. Finalement, comment l'histoire jugera-t-elle Yasser Arafat ? Cet homme, dont toute la vie, jusqu'à cette mort entourée de doutes, semble concentrer les espoirs immenses, les échecs cuisants et les contradictions peut-être insolubles de ce conflit.